Donc, je vais vous présenter notre thématique de recherche sur Strasbourg concernant donc l'évaluation de l'influence des propriétés structurales et l'intérêt de fonctionnaliser des biomatériaux chez l'hôte. Tout ça dans le cadre de la recherche sur la hernie diaphragmatique à large défect. Donc c'est le fruit de la collaboration de 3 grandes équipes régionales de recherche, un INSERM et 2 CNRS. Et j'en profite pour transmettre que moi-même et tous mes collaborateurs remercions la filière pour votre soutien et votre confiance. Donc, pourquoi cette thématique? Moi, à Strasbourg, l'équipe managée par M. Beckmer est très attachée à la hernie diaphragmatique depuis longtemps. Le constat est fait que malgré les progrès en réanimation, en chirurgie, on a encore un nombre non négligeable de récidives par lâchage de prothèses. Et c'est pourquoi on a tenté de chercher des voies d'amélioration. Actuellement, le matériau le plus utilisé, c'est le Gore-Tex, du téflon expansé, qui n'a clairement pas les propriétés idéales d'une prothèse diaphragmatique. Il est très hydrophobe par nature, c'est ce qu'on utilise dans nos kawais. Il est d'une étirabilité plus que limitée, avec un matériau qui est certes souple, mais défini comme mécaniquement rigide. Et il est plutôt anti-adhérent, puisqu'on le trouve dans nos poils. Et tout ça fait qu'il n'a pas les propriétés qu'on voudrait pour pouvoir permettre une colonisation, une compatibilité à l'hôte qui soit idéale. On a donc axé nos recherches sur deux grandes thématiques. L'une, de partir du Gore-Tex et de tenter de l'améliorer par 2 mécanismes, une fonctionnalisation chimique et une fonctionnalisation biologique, et une autre voie de recherche qui est le développement d'un nouveau biomatériau. Pour ce qui est de la voie de recherche sur la fonctionnalisation, on a fait le constat que la moule était un excellent... a des propriétés d'adhérence exceptionnelles. Le byssus de moule est reconnu pour ça, et une grande équipe de recherche nord-européenne avait mis en évidence que ce qui faisait cette grande propriété d'adhérence, c'est la forte concentration en dopamine. On a donc utilisé cette dopamine pour recouvrir notre Gore-Tex de différentes façons et pour tester, d'une part, s'assurer qu'il continue à avoir ses propriétés mécaniques correctes, qu'on ne le rigidifie pas plus qu'il ne l'est déjà, et puis pour voir s'il apporte un support agréable aux cellules avec un potentiel d'adhérence augmenté, ce qui est le cas. Alors, la thématique a certes commencé, mais elle évolue toujours. Une fois qu'on a fonctionnalisé notre Gore-Tex par cette couche de dopamine, on est content d'avoir un bon support pour les cellules, mais on cherche aussi à potentialiser encore et encore notre colonisation cellulaire par les cellules de l'hôte, par une fonctionnalisation au PRF. Donc actuellement, on travaille avec l'EFS pour développer la fonctionnalisation au PRF, voir dans le PRF quel support cellulaire est le plus attiré et le plus important, plus intéressant pour la colonisation cellulaire. Tout ça parce que la dopamine, c'est facile à appliquer sur le Gore-Tex, c'est stérilisable facilement, et le PRF, on en a tous sur nous, et nos bébés en particulier. Donc on a là une voie d'amélioration qui nous paraît assez enthousiasmante. Tout ça est aussi partie du principe, je voulais le dire, que Anne Schneider, donc, qui travaille dans la même équipe chirurgicale que moi et dans le même labo que moi, avait fait un gros travail au préalable, et elle a entre autres étudié dans le détail des explants de prothèses de hernie diaphragmatique, et on avait clairement vu que la colonisation était plus que médiocre et qu'il fallait vraiment développer quelque chose qui permette une colonisation plus rapide et de meilleure qualité. Je vais un petit peu vite parce que je pensais que j'avais très peu de temps, donc vous aurez de la place pour les questions. Le deuxième axe, c'est le développement d'un nouveau biomatériau qu'on essaie d'optimiser du côté de ses propriétés biomécaniques, et pour ça on est parti sur l'étude de la mécanique de diaphragme de porc, sur l'étude de matériaux biomécaniques qui paraissent comparables à ce que peut supporter un diaphragme et les pressions que supporte le diaphragme. Et on développe donc un nouveau matériau qui a des propriétés qui semblent bien meilleures et qui a, parallèlement à ça, une capacité à se faire coloniser qui semble elle aussi bien meilleure. Je ne peux pas en dire plus parce que nous sommes actuellement en dépôt de brevet, mais on est plutôt content de ce matériau en voie de développement. Voilà, donc tous ces 2 axes se développent parallèlement dans nos structures, avec donc des tests pour, grosso modo, dans les 2 cas,
évaluer les propriétés mécaniques et les propriétés de colonisation biologique par l'hôte. Tout ça étalé dans le temps, bien sûr, avec une progression peu à peu vers des études in vivo sur le petit animal et on l'espère sur le gros animal. Voilà un petit peu. Je réitère mes remerciements à la filière parce que sans vous, c'est plus compliqué de poursuivre. Merci. Bon, une année, j'espère. En tout cas, on est dans le bleu largement, on avance dans le gris, donc on espère pouvoir l'année prochaine, pourquoi pas, vous montrer le orange. Merci. D'autres questions? Alors, le Gore-Tex qui est utilisé est déjà biface. Il a été texturé par l'industriel dans cette optique-là, d'avoir une face plus adhérente côté thorax et une face moins adhérente côté abdominal, où on évite en effet les adhérences au maximum. Le nouveau biomatériau est lui-même biface également. On évite, on travaille à faire en sorte qu'il y ait en effet une adhérence favorisée, enfin une colonisation favorisée sur le versant thoracique, mais plutôt défavorisée sur le versant abdominal. Il n'y a pas de croissance, vous devez changer au fur et à mesure de la croissance de l'enfant quand vous mettez une prothèse? Non, alors ça fait partie de la problématique de récidive. Hein. Il y a 2 pics de croissance et ces 2 pics justement de lâchage de prothèses qui sont liés probablement à la traction qu'exerce le muscle et les structures osseuses sur le patch qui est clairement pas extensible avec le Gore-Tex. Donc là, c'est pour ça qu'on travaille sur un matériau qui est plus tolérant à l'étirabilité, sans déformation, sans se laisser déformer comme un chewing-gum, pour pouvoir suivre la croissance de l'enfant. Merci. Merci. Moi, je vous en prie. Merci à vous. On va passer au projet suivant. Donc, je voulais juste avant vous rappeler vous indiquer qu'on avait eu 8 projets déposés dans le cadre de cet appel à projet. Donc là, ce sont les 3 lauréats qui ont été sélectionnés, il me semble que j'avais dit tout à l'heure, mais je vais repréciser, par le comité de direction et comité scientifique. Donc pour chaque projet, on avait choisi un binôme en fonction de la thématique. Donc 2 évaluations indépendantes par projet. Voilà. Donc on va passer au projet suivant du docteur Ken Dunlop. Donc, bonjour à tous et je me joins à Isabelle. Merci beaucoup pour cette aide nécessaire pour nos travaux scientifiques et donc le financement de ce projet qui va commencer à la rentrée, dès que c'est possible, pour l'évaluation fonctionnelle du poumon fœtal. La question était celle qu'on s'est posée par ailleurs de la transversalité dans le cadre de la filière, et donc non seulement on s'est intéressé bien sûr à la question dans les hernies de coupole de la fonction pulmonaire, mais également évidemment des pathologies pariétales, on pourra en discuter, les omphalocèles certainement, et on pourra voir pourquoi on a aussi inclus les laparoschisis un peu par envie de cerner toute la question et un peu parce que ça permettait d'avoir des contrôles. Donc dans les 2 cas, la question est celle des problèmes pulmonaires postnataux, vous savez, évident dans l'hernie de coupole, fréquente dans les omphalocèles, moins souvent dans les laparoschisis, avec aujourd'hui, comme vous le savez tous, le seul élément qu'on ait, c'est le volume pulmonaire, le LHR, qui est initialement utilisé dans l'hernie de coupole, qui a été étendu par certaines équipes pour les omphalocèles et par exemple aussi pour les malformations pulmonaires congénitales, et pour lequel on se retrouve très vite face à une limite qui est celle que ce critère est un critère morphologique simple anatomique, et que ce dont on aurait besoin évidemment c'est une évaluation fonctionnelle avec des limites qui sont très vite atteintes dès qu'on est en dehors des très bonnes formes ou des mauvaises formes. Les formes intermédiaires sont très difficiles. Aujourd'hui, en imagerie fœtale, en développement, l'imagerie qui a le plus progressé sur le siècle, là, qui a eu le plus de prix Nobel en technique, c'est l'IRM, parce qu'elle permet, avec ses développements, beaucoup d'options de fonctionnalité, avec des méthodes
tellement différentes qui vont continuer à évoluer, qui font que probablement c'est l'instrument d'imagerie sur lequel il faut miser. Et dans ces techniques d'imagerie, il y en a une qui s'appelle le BOLD, qui s'appelle le Blood Oxygen Level Dependent. Cette imagerie, elle est assez simple. Elle a un principe théorique, bien sûr, magnétique, mais assez simple, puisqu'elle utilise les propriétés naturelles de l'hémoglobine saturée et l'hémoglobine insaturée, donc de la déoxyhémoglobine et de l'oxyhémoglobine, qui fait que le signal IRM, la perturbation du champ magnétique, si on a de l'hémoglobine ou si on n'a pas d'hémoglobine, si on a de l'oxygène, ou pas d'oxygène sur l'hémoglobine, n'est pas le même. Et donc, ça fait qu'on peut utiliser la saturation en oxygène de l'hémoglobine comme simple facteur de produit de contraste, sans injection, sans ingestion, à condition, bien sûr, puisqu'on est dans le développement fœtal, de faire respirer à la maman de l'oxygène. Ce qu'on délivre, c'est du 15 litres minute. C'est exactement ce qui est donné en salle de naissance, en salle de travail quand il y a des soucis. Et c'est donné pendant la durée de l'IRM, c'est-à-dire 5 à 10 minutes. Donc, dans ce qui est aujourd'hui fait, et ça se fait aujourd'hui dans les pathologies fœto-placentaires et donc le retard de croissance intra-utérin chez l'homme, donc on l'a déjà essayé, testé par d'autres équipes, ce qui est aujourd'hui fait n'a pas montré de conséquences pathologiques sur le fœtus, ni sur la mère, sur le bébé à la naissance, ni sur la mère. Alors bien sûr, c'est à la réserve que ce soit du 15 litres minute pendant 10 minutes en oxygénation masque. Aujourd'hui, c'est ce qui a été fait. Donc on a de bonnes raisons de penser qu'il n'y aura pas d'effet secondaire sur ces bébés. Les études qui ont été faites pour l'instant ne montrent rien. Et donc ce que nous avons prévu, c'est d'inclure des patientes enceintes à l'IRM entre 30 et 33 semaines, qui est le terme moyen auquel habituellement nous faisons nos IRM classiques pour le mesure du LHR. Nous avons prévu sur le recrutement local, puisque c'est une étude toute préliminaire qui fait suite à une première étude sur laquelle, vous voyez, on a étudié au laboratoire le poumon normal, et donc c'est une technique d'IRM simple où on délimite ce qu'on appelle la ROI, la Region of Interest, et une fois qu'on a ça, le logiciel calcule le signal, le type de signal qui est mis avant l'oxygène et après l'oxygène, après une courbe et un calcul intégral de la différence, on rend une valeur qui est celle du signal avant et après BOLD qu'on compare entre les deux, qu'on ramène à l'état de base, parce que c'est comme ça qu'il faut le donner, et on donne un pourcentage de modification avant et après l'hyperoxie. Donc le recrutement moyen de notre centre, c'est là, on est à peu près 15% en dessous du recrutement moyen. C'est 15 hernies de coupole par an, 5 omphalocèles, 10 laparoschisis. Avec un critère principal postnatal que nous avons choisi simple, qui est la durée de ventilation mécanique en réanimation avant le sevrage. Donc on peut en discuter des laparoschisis parce qu'évidemment, c'est des patients qui ne posent pas ou peu de problèmes d'insuffisance respiratoire néonatale. C'était pour les inclure dans les parois. Il y a quelques papiers très très peu. Au mieux ou au pire, ça nous sert de contrôle négatif. On n'est pas censé avoir de différence dans cette pathologie-là. Au mieux ou au pire, on trouvera autre chose. Mais évidemment, les deux pathologies qui nous intéressent sont hernie de coupole, omphalocèle. Donc, dans notre planning prévisionnel, il y a bien sûr l'accord du CPP pour la réalisation d'une IRM en hyperoxie, sachant qu'on a déjà eu dans le laboratoire un accord pour le travail qui a été fait sur un PHRC il y a 2 ans sur le retard de croissance intra-utérin, sur les mêmes modalités d'IRM fonctionnelle. Ensuite, le recrutement des patientes, l'étude sera systématiquement proposée à toutes les patientes qui ont une indication d'IRM prénatale, c'est-à-dire en gros toutes les patientes qui viennent soit pour une hernie de coupole, soit pour une omphalocèle, soit pour un laparoschisis, avec un consentement. L'IRM sera réalisé dans notre IRM habituel de soins courants, qui est une 1.5 Tesla de chez General Electric, avec donc en plus de la séquence habituelle, une séquence BOLD qui dure pour la patiente le temps de mettre le masque à oxygène et de la mettre dans l'IRM, 15 minutes supplémentaires. Ensuite, tout se fait en analyse de données et en transfert d'images au laboratoire d'imagerie de Pompidou. Et ça se fera avec un étudiant qui va commencer un DEA à la rentrée, qui sera combiné sur cette étude humaine et sur un modèle expérimental d'hernie de coupole chez le fœtus de rat, pour lequel nous avons également une IRM petit animal 3.7 Tesla que nous allons faire en parallèle. Voilà, merci. Forcément, j'ai une question.
pour le recrutement justement des patientes, est-ce que c'est tout type de hernie confondu, gauche, droite Oui, on a décidé tout type de hernie, c'est-à-dire celles pour lesquelles on fait des IRM habituellement pour le LHR. Après, les mamans acceptent pas, hein, mais on voulait bien sûr inclure le plus possible. D'accord, mais c'est ouvert à tout le monde, parce que des fois les études sont plus sur les gauches, les droites en sont Non, exclues. alors après, il y a, on a 5% de droite, on verra ensuite si on les exclut, hein, mais ça fera sur les patients, les 15, on attend 1 à 2 hernies droites et les autres hernies gauches, mais on ne s'est pas posé la question là. Et si elles sont dites de plus mauvaise forme, elles devraient tirer vers ce qu'on veut savoir, c'est-à-dire est-ce que vraiment il y a une différence ou pas. Donc oui, toutes les patientes, même les très bonnes formes, même celles avec sac. D'accord. Et sur, pareil, la question sur l'échelle là, de temps, c'est en mois. C'est en mois, pardon. D'accord. Et on en est où actuellement? Eh ben, on n'a pas commencé puisqu'il faut qu'on attende qu'on ait signé les conventions, que les conventions signées, on puisse débloquer l'argent. Nous, on a un étudiant, les années universitaires, c'est novembre à novembre. Donc, on a un étudiant à la rentrée prochaine. Si c'est décalé, parce qu'on essaie de faire ce que ce sera à ce moment-là, comme ça on mènera de front les deux. Si c'est décalé, c'est décalé. Moi je suis au labo, il y aura un autre étudiant après. Si ce sera pas avant, hein. Je pense pas décemment qu'on puisse avoir... Voilà, non, c'est clair, donc non. Et c'est que pour les patientes de Necker, donc? Pour l'instant, oui, on l'a fait en monocentrique parce qu'on a tout sur place. Donc les conventions sont dans le circuit de signature, mais bon, on ne sait pas quand elles sortiront. Voilà. Une petite précision sur l'intérêt d'inclure les patients, donc laparoschisis et omphalocèle. Vous pensez que ça pourrait servir de témoin, si je comprends bien. Mais pourquoi vous ne prenez pas des témoins qui n'ont pas de malformation abdominale? Il doit bien y avoir des IRM pour des malformations encéphaliques de bien temps sûr. en temps. Oui, il y en a. Alors les omphalocèles, ce n'est pas des témoins, parce qu'il y a des omphalocèles qui ont d'authentiques insuffisance respiratoire, détresse respiratoire, je ne sais pas, elles existent, hein, il y a des gens qui font du LHR dessus. L'intérêt du laparoschisis, c'est que ça permet un témoin assez proche de l'omphalocèle sur le volume extériorisé, avec habituellement pas de soucis respiratoires, sauf les rares cas où il y a vraiment un syndrome du compartiment abdominal. On pourrait bien sûr, et ce serait le but, inclure d'autres témoins, mais à ce moment-là, ce sont des témoins normaux pour le thorax, d'accord? Et ça, on l'a déjà fait. Parce qu'on vient de terminer l'étude préliminaire où on a fait, via le PHRC sur le placenta, étudier tous les poumons des patients qui ont eu des IRM pour ça, et sur lequel, je ne vous l'ai pas mis, on a trouvé une différence significative dans le poumon dit normal avant et après l'hyperoxie. Et donc c'est montré dans beaucoup de pathologies adultes aujourd'hui qu'il y a bien un effet fonctionnel du BOLD sur les tissus endommagés. Rien n'a été fait sur le poumon. Et là, on est en train de finir le papier, hein, on a bien 10 à 15% de différence, là où chez l'adulte, on montre que 5% de différence, c'est très bien pour un effet BOLD. Donc ça fonctionne sur le poumon normal. Une question justement, parce que qu'est-ce qu'on mesure exactement? Parce que le poumon in utero, il est non fonctionnel, donc vous mesurez la vascularisation, si j'ai bien suivi. La réponse à l'hyperoxie qui est en lien à la vascularisation. Donc ça augmente l'hyperoxie fétale par ricochet. Et quand vous voyez ça, où ça augmente moins, c'est-à-dire que c'est moins vascularisé, donc on estime, c'est un peu le... Non, alors on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas dire si c'est moins vascularisé ou on ne sait pas interpréter ça. Sur l'étude préliminaire, on montre que le poumon fœtal réagit à l'hyperoxie. Tout le monde interprète cette réaction à l'hyperoxie comme un facteur de modification fonctionnelle. Donc on l'interprète, nous, comme une capacité à s'adapter à l'hyperoxie. Et elle existe dans le poumon normal. La question maintenant, c'est est-ce que quand on a un poumon malade, il est capable de s'adapter à l'hyperoxie de la même manière ou pas du tout? Et est-ce que cette différence, si elle existe, pourrait être pronostic de la fonction pulmonaire? Et c'est pour ça qu'on va corréler ensuite au postnatal. Du signal dû, exactement. Peut-être, mais pas forcément, parce que c'est une technique très neuve. Et ce qu'on sait, par exemple, sur le BOLD, fœtal, c'est très peu d'études, il y a 10 papiers sur les 10 dernières années, c'est que par exemple le cerveau fœtal ne répond pas à l'hyperoxie. Parce que le cerveau fœtal est dans une disposition physiologique qui est déjà au maximum, il répond à l'hypoxie maternelle, parce que chez l'animal ça a été essayé, pas chez les hommes, mais chez l'animal ça a été essayé, il répond à l'hypoxie, mais son phénomène de compensation ne répond pas à l'hyperoxie. Donc par exemple le BOLD pour l'hyperoxie du cerveau, ça ne marche pas. Le foie, il répond dans les articles, dans les études, 1 fois sur 2. Pourquoi certaines répondent et pourquoi certaines ne répondent pas, on ne sait pas.
Est-ce que c'est une histoire de vascularisation, de position de la zone d'intérêt par rapport au vaisseau? On ne sait pas. Donc, il y a tout à découvrir dans le champ du bol. Ce que nous, on montre, c'est que le poumon fœtal... Alors, évidemment, pas tout le temps. Il y a les artefacts à l'IRM, il y a les cas limites. Mais il y a une réponse positive, significative. Donc, c'est potentiellement un marqueur. Est-ce que je suis sûre que c'est un marqueur dans le poumon pathologique? Évidemment que non, il faut le tester. Si c'en est un, on peut ouvrir les vannes, étendre après et chercher. Si on montre que dans le poumon fœtal pathologique, la réaction est la même que dans le poumon normal, on laisse tomber le BOLD et on passe à autre chose. J'ai juste une dernière question. Est-ce que potentiellement cette évaluation fonctionnelle peut aussi... Cette évaluation supposée fonctionnelle, parce que j'étais au congrès la semaine dernière, on m'a tapé dessus très fort, parce qu'on m'a dit que... Très fort. Un peu fort, au congrès européen de chirurgie pédiatrique, on a présenté le projet, et c'est vrai qu'elle est supposée fonctionnelle. Est-ce qu'on peut espérer que cette technique BOLD, etc., puisse permettre aussi d'évaluer à l'IRM en anténatal l'HTAP? Alors, on ne sait pas, je ne sais pas. Alors ça, c'est mon sentiment personnel, que je partage qu'avec moi, c'est que je crois que l'HTAP dans la hernie de coupole est acquise postnatale. Qu'elle est liée à l'hypoplasie, mais que le fait qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas d'HTAP dépend beaucoup de la condition de stimulation de l'endothélium vasculaire postnatal. Ça, c'est ce que je crois. Donc, je crois qu'on ne peut pas la mesurer en prénatal. Mais quand on va mesurer ce qui se passe en postnatal, tout sera mélangé. C'est-à-dire que puisque notre critère là, c'est le critère intubation, s'il reste intubé, on ne saura pas si c'est à cause de l'HTAP ou de l'hypoplasie authentique. Pour l'instant, finalement, ce qu'on veut savoir, c'est si ça marche ou ça ne marche pas. Et peut-être que si on trouve une différence avec l'omphalocèle dans lequel il n'y a pas d'HTAP, on pourra faire la différence entre les deux, mais il y a trop peu de cas, en tout cas là, pour qu'on puisse répondre. Merci. Merci. Donc on est un peu juste niveau timing. Donc là, on vous a présenté les 2 projets de centre de compétences qui ont été soutenus, puisque c'était dans notre règlement. On souhaitait que cet appel à projet puisse soutenir des projets uniquement de centre de compétences, puisqu'ils ne sont pas financés, contrairement au centre de référence. Et puis, on avait également proposé qu'une association, un projet associatif soit soutenu. Donc, je vais laisser la FAO présenter son projet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la filière de nous inviter aujourd'hui pour présenter notre projet. Et merci aussi aux différents comités d'avoir sélectionné notre projet Atelier oralité découverte des textures et des sens. Donc, merci. Donc, quel est le contexte de ce projet? Il s'inscrit dans la continuité des ateliers oralité cuisine et découverte que nous avons mis en place fin 2016. Donc, le projet pilote avait eu lieu à Toulouse. Il avait très bien fonctionné. Nous avions eu un financement de la Fondation Groupama début 2017. Et depuis, nous avons pu mettre en place 3 ateliers. Un à Paris en mai 2017, un à Reims en décembre et un dernièrement à Lille où Audrey Lecouffle nous avait accompagnés. Donc, pourquoi nous avons voulu mettre en place de prime abord des ateliers concentrés sur le goût? Comme vous le savez, chez les enfants qui sont atteints d'atrésie de l'œsophage, le processus de déglutition est inconnu, la sphère orale est altérée, il n'y a pas de développement sensoriel et corporel de l'enfant, ou en tout cas il est incomplet. L'absence d'interaction et de perception prénatale est aussi assez important chez les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage, et l'expérience sensorielle est négative. Et si nous avons voulu développer des ateliers plus loin que sur le goût, donc avec le développement tactile, c'est aussi à l'occasion d'une rencontre lors de l'atelier de Reims, où nous avons rencontré la psychomotricienne Franziska Lemp, qui nous a expliqué l'importance des textures, l'importance du toucher. Et cette phrase, moi, qui m'a marquée, dans comprendre, il y a apprendre. Donc l'enfant doit développer aussi le toucher pour pouvoir développer l'oral. Donc le projet, nous souhaitons mettre en place 4 ateliers par an, donc encadrés par des professionnels de santé, donc pour améliorer la prise en charge de la malformation, mais aussi pour briser l'isolement et améliorer le quotidien des malades. Donc c'est vraiment des ateliers que nous souhaitons organiser au niveau national avec nos bénévoles, avec un référent dans chaque région qui sera amené à contacter le professionnel de santé avec lequel il a l'habitude de travailler ou qui suit son enfant, pour que nous puissions vraiment faire un travail commun avec les enfants, les parents et les professionnels de santé. Sur des thématiques variées, évidemment le goût, mais aussi le développement tactile, l'exploration visuelle, l'exploration auditive avec différentes matières.
Nous souhaitons mettre en place un carnet d'oralité ludique, donc qui sera soit imprimé, soit disponible en version numérique, avec des petites fiches qui seront destinées aux enfants et aux parents, avec comme des petites challenges, des petites missions. Voilà, aujourd'hui, je dois toucher par exemple de la farine, aujourd'hui, je dois mettre les mains à la bouche avec de la pâte, aujourd'hui, je dois goûter du citron, toucher de la farine, toucher du sable, pardon. Donc pour améliorer le développement neurosensoriel du petit enfant et de l'enfant, mais aussi stimuler ses capacités sensorielles. Nous souhaitons aussi mettre en place une fiche oralité qui sera rédigée en collaboration avec les professionnels de santé et remise aux parents à la fin de chaque atelier pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt de ce type d'atelier et pourquoi pas reproduire les stimuli à la maison, mais aussi mettre en place un questionnaire. Donc un questionnaire déjà pour savoir si l'atelier a plu aux parents, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, et aussi un suivi de l'enfant. Nous l'avons vu avec une petite fille lors du dernier atelier, enfin de l'atelier de Reims que nous avons organisé. C'était la première fois qu'elle mettait les doigts à la bouche, c'était la première fois qu'elle mangeait de la pâte, donc de la pâte liquide. Donc c'était une grande victoire pour elle et pour ses parents. Et nous l'avons suivie depuis plusieurs mois. Et sa maman nous explique que de plus en plus, elle met les doigts à la bouche, de plus en plus, elle mange des tout petits morceaux et elle va même vers le solide. Donc c'est pour ça qu'on souhaite vraiment mettre en place un suivi régulier des enfants. Alors, avant qu'on me pose la question, pour le timing, c'est assez difficile pour nous d'organiser un atelier sur 1 an. Donc c'est vraiment plutôt 4 étapes par atelier. Donc la première étape, évidemment, c'est la mise en planning du ou des ateliers. Voilà, si on arrive à trouver le professionnel de santé, le référent en région, on peut commencer à poser une date et ensuite travailler sur la rédaction et la mise en page de la fiche oralité, mais aussi du questionnaire et du suivi et de l'évaluation. Donc toujours avec le référent en région, mais aussi le professionnel de santé. Valider donc cette fiche avec le professionnel et enfin mettre en place le projet. Je vous remercie. J'ai été très vite parce que j'avais pas beaucoup de temps.